Donc bienvenue, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette seconde série d'ateliers. Nous sommes nombreux, c'est bien, c'est preuve qu'il y a un intérêt aujourd'hui autour de ces thématiques de retour d'expérience. Voilà, donc je suis ravi d'accueillir Monsieur Lecomte et Monsieur Van Dierendonck, qui sont tous les deux porteurs de projets. Un dans le département de l'Aisne et un dans le département de l'Oise. Donc je vais les laisser se présenter. Juste, je me présente en quelques secondes. Donc Arnaud Etienne, je suis le référent méthanisation pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. J'ai mes collègues des départements, notamment de l'Aisne et de l'Oise, qui sont présents. Donc par la suite, n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes porteur de projet, bien évidemment, pour discuter avec eux. Voilà, donc je vais commencer par Monsieur Lecomte, peut-être juste vous laisser vous présenter, et puis ensuite on viendra plus longuement sur votre projet. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Nous sommes très bien. Donc Henri Lecomte, j'ai 29 ans, je suis fils d'agriculteur dans le département de l'Aisne sur une exploitation polyculture, essentiellement donc blé, betterave, colza, ce qui est plutôt typique de notre petite région agricole. Et je travaille également dans un cabinet d'expertise comptable à Soissons où je m'occupe de la diversification de nos clients agriculteurs, notamment la méthanisation. Très bien, merci Monsieur Van Dierendonck. Bonjour. Vous m'entendez tous? Oui. Alors Cédric Van Dierendonck, je suis agriculteur dans l'Oise, enfin fils d'agriculteur et en cours d'installation. Pareil sur une exploitation polyculture, donc blé, betterave, maïs, colza. Et je suis en cours d'installation et en recherche de diversification sur l'exploitation. Donc justement par rapport à cette conjoncture actuelle. Et ayant mis en place la culture de conservation sur l'exploitation, je cherchais quelque chose qui concordait avec, qui avait une suite avec ce système vertueux que je voulais mettre en place, donc la méthanisation. Très bien, merci. Alors, j'ai oublié de vous dire sur le principe, ce que je vous propose, on va d'abord laisser bien sûr les agriculteurs nous dire quel est leur projet, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont été amenés à faire de la méthanisation. Bien sûr, évidemment, où ils en sont aujourd'hui sur ce projet. Et ensuite, je vous propose, on se fera une première série de questions de votre part avant de revenir sur d'autres thématiques. Donc, Monsieur Lecomte, si vous pouvez nous dire un petit peu aujourd'hui quelles sont les raisons qui vous ont amené à travailler sur la méthanisation, et puis nous dire plus généralement aujourd'hui quelle est la nature de votre projet et un peu où vous vous situez. Alors, les raisons qui nous ont conduits à travailler sur ce projet sont de deux ordres. D'un premier ordre, d'un point de vue économique, nos cultures historiques sont maintenant indexées sur les marchés mondiaux de matières premières agricoles. Donc on fait face à une volatilité accrue, une alternance de cycle haut et de cycle bas qui a tendance à se répéter le plus souvent possible. On reste aussi impuissant face à une perte de compétitivité, notamment face à nos voisins des pays de la mer Noire, sur nos marchés historiques. Donc ce qui était avant plutôt conjoncturel devient de plus en plus structurel en termes de baisse de compétitivité. Et donc la méthanisation, pour nous, c'est un moyen d'inscrire l'exploitation agricole dans une dimension à 15 ans, donc pour réduire notre exposition face à la volatilité et également de pouvoir valoriser nos productions, on va dire, au juste prix. Ça, c'est pour le volet plutôt économique et c'est également la méthanisation, le moyen d'inscrire notre exploitation dans la transition agro-environnementale qui est en train de s'opérer. Donc, qu'on le veuille ou non, ça va se faire, on va devoir s'adapter. Donc, c'était aussi l'opportunité de pouvoir y contribuer. Donc, transition écologique, baisse des produits phytosanitaires. Également, on allonge nos rotations, on implante de nouvelles espèces qui sont plutôt rustiques. On s'affranchit de l'achat et de l'utilisation d'engrais chimiques. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'embrayer ce pas. Très bien. Et vous alors, Monsieur Van Dierendonck? Alors c'est à peu près pour les mêmes raisons, donc pour justement cette démarche un peu écologique et qui s'intègre très bien sur nos exploitations et en recherche de diversification, donc par rapport justement à cette problématique betterave qu'on a en ce moment.
Et par rapport je dirais aux mentalités qui changent et qui nous obligent à changer, on a un système qui a évolué physiquement, mais je dirais comment dire, philosophiquement, on n'a pas trop évolué dans le secteur de l'agricole. Et le but, c'est de changer ça et d'aller dans le sens de ce que veut le monde autour de nous. Et donc, arrêter d'être dans notre coin, je veux dire, et essayer de les intégrer à notre projet en quelque sorte. Et donc, la méta, justement, c'est un intérêt public. Et donc, c'est parfait, c'est dans mes objectifs. Alors voilà, j'aime ces deux présentations. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, quand Monsieur Lecomte et Monsieur Van Dierenonck présentent leur projet, vous avez remarqué, ils ne vous ont pas du tout parlé de production d'énergie renouvelable. Ils ne vous ont pas du tout parlé de technique. Ils vous ont parlé en fait de philosophie, d'approches culturales différentes, d'évolution de l'agriculture. Je pense que ça, c'est quand même aujourd'hui, je dirais, un atout, une originalité qu'on trouve dans le secteur de la méthanisation agricole et de la méthanisation de façon générale. C'est que finalement, c'est une approche différente, plus globale de l'exploitation agricole vers un sujet de production d'énergie. Je pense que ça, c'est important dans la manière aujourd'hui dont sont apportés, si je peux dire, les projets. Alors, plus concrètement, maintenant, c'est quoi votre projet, Monsieur Lecomte ? Alors, nous sommes deux associés sur ce projet, donc exploitants agricoles. C'est un projet donc, sur le réseau de GRDF, le réseau de distribution de la ville de Laon. Donc un projet donc, en 145 normes au mètre cube. Je pense que ça doit parler à tout le monde. En ce qui concerne l'approvisionnement du méthaniseur, donc on sera uniquement sur des produits issus de l'industrie agroalimentaire et de nos exploitations agricoles, donc uniquement sur de l'approvisionnement végétal pour un volume annuel de 10 900 tonnes. Donc la technologie, donc on est sur de l'infiniment mélangé en voie liquide avec pour l'épuration du gaz une technologie membranaire. Très bien. Alors, je vous propose après, je vais laisser M. Van Dierenonck présenter son projet. On viendra sur quelques questions parce que peut-être que je pense que là, il y a quelques termes employés qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce qu'est le process infiniment mélangé avec épuration membranaire. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite s'il y a des questions, si vous avez besoin d'un peu d'éclairage. M. Van Dierenonck, votre projet. Alors nous, on est trois associés, donc mon père et un collègue agriculteur de la même commune. Notre projet, on est sur une capacité de 180 normes au mètre cube, ce qui équivaut à peu près à 15 000 MWh, si ça parle un peu plus. On est sur des intrants particulièrement agricoles, donc 15 000 tonnes d'intrants agricoles, des cives d'hiver particulièrement. Et on a la chance, étant dans le secteur du cheval à Chantilly, de pouvoir bénéficier de tout le fumier de cheval qui ont du mal à se séparer en ce moment. C'est un réel problème. Et donc on va récupérer à peu près 5000 tonnes de fumier de cheval par an, ce qui nous permet déjà d'augmenter la production de gaz sans mettre en péril nos exploitations, et donc de faire évoluer le projet sur un système infiniment petit et infiniment mélangé, et pareil en système d'épuration membranaire, et donc sur un réseau GRDF, excusez-moi. Oui, tout à fait. Là, on est sur des réseaux GRDF. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez déjà des questions à ce stade par rapport au projet des deux exploitants, s'il y a des termes que vous souhaitez vous faire expliquer. Voilà, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je vais passer le micro. Oui, une petite question pour Monsieur Lecomte, Sébastien Canton, BMH Avocat. Vous disiez qu'une partie de votre approvisionnement était des déchets d'industrie agroalimentaire.
Est-ce que vous pouvez peut-être être un tout petit peu plus précis sur la nature de ces déchets et d'où ils viennent? Oui, alors tout à fait. Alors, j'entends par déchets de l'industrie agroalimentaire, c'est les coproduits des coopératives agricoles pour lesquelles nous livrons des produits. Je prends par exemple la betterave, que nous sommes producteurs de betterave. Dans le process de fabrication et de transformation du sucre, une fois qu'on a récupéré le sucre, on a ce qu'on obtient des pulpes. Et donc nous, en tant qu'exploitants agricoles et producteurs de betteraves, nous pouvons avoir accès justement à ces pulpes, au même titre que nous sommes producteurs de céréales. Et donc nous pouvons récupérer aussi des issues de céréales qui proviennent justement du tri des céréales avant export. Nous sommes également producteurs de pommes de terre ou d'oignons, et donc les déchets, alors ce qui n'est pas conforme en alimentation humaine et ou animale, nous pouvons le mettre justement dans notre méthanisation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, oui. Bonjour. Ouais. Donc félicitations pour vos projets. Alors moi j'ai une question sur la taille de vos projets, puisqu'une des grandes questions qu'on a finalement avec la PPE qui arrive et les histoires de coûts de rachat, c'est la bonne taille. Et puis donc vous avez des projets alors qui moi me semblent petits vu je suis de la métropole européenne de Lille, donc on est plutôt sur des projets agricoles à 30 000 tonnes. 10 000 tonnes ou 15 000 tonnes, c'est viable économiquement? Il y a un modèle économique sur ce type de taille de projet où vous êtes limite et il faut essayer de viser un peu plus haut? Effectivement, c'est une très bonne question. Il y a des paliers d'investissement à ne pas dépasser pour justement que le projet soit viable. Disons qu'à l'heure actuelle, le tarif de base qui a été mis en place par le gouvernement dans le décret de 2011, le tarif qui est proposé doit justement faire en sorte de rémunérer à la fois le capital et le travail qui est sur l'exploitation de l'unité de méthanisation. Mais depuis 3 ans, on s'aperçoit d'une inflation énorme sur les coûts des projets qui valaient, alors des projets un petit peu similaires, qui valaient entre 4,5 et 5 millions il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est facilement à 6 millions. Donc l'ensemble des intervenants sur la chaîne de valeur de la méthanisation a tendance à augmenter ses prix, ce qui fait que du coup, à la fin, en termes de rentabilité, sur des choses qui étaient auparavant correctes, aujourd'hui, on atteint vraiment un plafond de verre. Donc, et après, il faut faire attention parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire on va investir plus, produire plus, mais la clé, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est vraiment de maîtriser son approvisionnement dans le temps, à la fois l'approvisionnement et à la fois les surfaces pour pouvoir répondre le digesta. Donc attention à ne pas vouloir surproduire pour être en défaut. Peut-être laisser Monsieur Van Dieren donc aussi répondre à cette question. J'en ai pas besoin. Je suis plutôt d'accord. C'est vraiment les intrants qui sont importants qu'il faut gérer. C'est toute l'importance du projet, je vais dire. On détermine la taille du projet par rapport à nos exploitations. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a pu faire évoluer le projet grâce à ce fumier de cheval que je vous parlais. Et donc l'intérêt, c'est de gérer son gisement, mais aussi de pouvoir le faire évoluer. Donc par exemple, je pense aux pulpes de betterave qui sont aujourd'hui très coûteuses et qui nous permettent de faire prospérer notre projet, mais qui seront à l'avenir, je pense, un produit qu'il faudra se séparer. Donc en utilisant d'autres matières ou en cherchant justement d'autres intrants ou peut-être en créant d'autres procédés, en intégrant d'autres procédés à la méta pour l'avoir évolué et supprimer justement ces déchets, cette valorisation qui nous coûte. Bien, merci. Alors, je vais reprendre une question encore. Oui, bonjour, Jean-Paul Escoutre, France Nature Environnement des Hauts-de-France. Je voulais vous demander si vous aviez connu des problèmes d'acceptabilité de votre environnement au niveau local en ce qui concerne vos 2 installations. Alors, pour moi, le projet était... il y a une énorme communication qui a été faite en amont du projet. Donc, on a la chance d'avoir la communauté de communes de Creil qui est juste à côté et qui voulait notre projet, qui a 2 autres projets d'ailleurs en place en ce moment. Qui sont à peu près au même niveau. Et donc, ils nous ont fait une énorme communication sur la méthanisation, ce qui nous a permis d'intégrer notre projet plutôt facilement et sans trop de problèmes. On n'a pas de recours pour l'instant. On espère ne pas en avoir. Et le projet est plutôt bien accepté, je veux dire.
Alors pour ce qui concerne notre projet, donc on a fait le choix de communiquer vraiment en amont. On a dans un premier temps rencontré le conseil municipal de la commune qui est concernée par le projet, le conseil municipal de la commune qui est voisine de celle dont on a le projet, et je vois M. Josso au fond de la salle qui représente la communauté de communes de la ville de Laon. Donc avec leur appui, on a fait aussi une communication grand public via les journaux pour justement informer et expliquer surtout, parce que ce qu'on ressent, c'est de la part des riverains, c'est le manque d'information ou la désinformation. Et donc c'est à nous, porteurs de projets, à nous, agriculteurs, de faire passer les bons messages pour que ce soit compris de tous. Et au contraire, on ouvre nos portes. On a proposé aux différents conseils municipaux de faire des visites sur des sites déjà existants qui seraient similaires aux nôtres pour justement faire en sorte que les messages soient passés et bien passés. Très bien. Alors, si je vous propose peut-être avant de reprendre quelques questions, moi j'avais ma petite question maintenant. Donc effectivement aujourd'hui votre projet est en cours. Quels sont à ce stade les acteurs, les partenaires qui sont intervenus, qui vous accompagnent? Un projet comme ça, j'imagine que vous n'êtes pas seul à le bâtir. Voilà, comment ça se passe? Quels sont les gens qui vous accompagnent finalement? Alors, donc, pour notre projet, toute la partie ingénierie juridique, économique et financière a été travaillée avec le cabinet Berson, donc dans lequel je travaille, qui a une expérience en méthanisation depuis, on va dire, une douzaine d'années sur plutôt de la cogénération. Donc on s'est servi vraiment de nos premiers projets pour travailler le sujet. Et après, sur toutes les parties techniques, donc à savoir permis de construire, plan d'épandage, ICPE, on a travaillé avec l'appui de la Chambre d'agriculture donc de l'Aisne et également de l'Oise. D'une manière générale, sur notre projet, c'est avant tout un projet territorial. Donc, dans la mesure du possible, on essaye d'impliquer toutes les entreprises locales pour travailler sur notre projet, que ce soit sur les terrassiers, sur la partie électrique, sur la partie logistique. Voilà, on essaie de faire profiter au territoire au maximum notre projet. Et vous, M. Van Dierano? Alors nous, on a été suivis par la Chambre d'agriculture. Je pense qu'un projet comme ça, on peut pas le monter tout seul. Enfin, en tant qu'agriculteur, on n'a pas les capacités, enfin, je ne veux pas dire les capacités, mais on n'a pas les connaissances dans tous les secteurs qui s'intègrent à la méta. Et donc, la Chambre d'agriculture nous a été vraiment d'une grande aide. Et ils sont très, très en avance sur le sujet de la méta. D'autres bureaux d'études, je pense, auraient été de taille, mais la Chambre d'agriculture, qui est aussi la Chambre d'agriculture du Nord et de l'Oise, nous ont vraiment aidés. Merci. Le message est directement passé puisque nous avons Guillaume Rotureau de la Chambre de l'Aisne qui est là, puis Xavier Tétral de la Chambre de l'Oise qui est là-bas. Donc merci pour eux, merci pour les collègues. Effectivement, aujourd'hui, les chambres d'agriculture ont un gros, je dirais, un gros travail autour de l'accompagnement des projets. On a évoqué le sujet de l'acceptabilité, effectivement, qui est un sujet prégnant. Aujourd'hui, vous dites, donc vous avez communiqué, que ce soit auprès des collectivités, du conseil municipal, etc. Une question peut-être un petit peu plus difficile, mais pour vous, c'est quoi les atouts de votre projet? Alors les atouts que je peux voir, c'est déjà la maîtrise de l'approvisionnement. Ça, c'est indispensable sur le long terme. Donc, qui dit maîtrise de l'approvisionnement dit aussi maîtrise du foncier pour pouvoir épandre le digestat. C'est également, je pense, un tour de table assez restreint, puisque nous sommes deux sur notre projet. C'est également, on a la chance d'avoir des élus locaux qui sont très au fait sur la transition énergétique, dont fait partie la méthanisation, et je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait un vrai travail de vulgarisation des énergies renouvelables, notamment de la méthanisation dans le secteur, ce qui a aussi aidé, je pense, en termes d'acceptabilité. Et puis également, je tiens à remercier l'ADEME qui cofinance en partie notre projet. C'est des projets lourds en termes d'investissement et l'ADEME y participe. Donc je pense que c'est aussi un point, il faut le souligner, c'est pas neutre dans l'acceptabilité du coup bancaire cette fois-ci. Alors pour nous, les atouts de notre projet, ça va être vraiment la polyvalence technique de l'outil.
qui nous permet justement d'intégrer donc les déchets qui sont aux alentours, encore le fumier de cheval. Et donc d'être suivi par la Chambre, ça a été un réel atout parce qu'ils sont très connaisseurs dans beaucoup de sujets et qui nous ont permis je dirais, de trouver des idées, d'apporter des idées au projet qu'on n'aurait jamais trouvé nous-mêmes. Sinon, les atouts, je pense que j'ai fait à peu près le tour, les plus importants en tout cas. Ok, alors effectivement, on le voit aujourd'hui dans un projet, les partenaires qui accompagnent sont nombreux. C'est à la fois des partenaires techniques, des partenaires en matière de communication, des partenaires juridiques, des partenaires financiers, des partenaires bancaires, des partenaires même des fois juridiques, quand on en arrive à un certain point de difficulté du dossier, je vais dire ça comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement important pour des porteurs de projets de savoir bien s'entourer, puisqu'aujourd'hui, ce serait sûrement un peu pompeux pour un porteur de projet de dire qu'il maîtrise l'ensemble des connaissances d'un projet. La méthanisation, c'est un sujet qui est tellement vaste aujourd'hui qu'il est difficile, même pour un technicien accompli, je pense, de bien maîtriser l'ensemble des compétences, à la fois réglementaires, économiques, agronomiques, etc. Je propose de refaire un petit retour vers vous sur des questions éventuellement. Oui, bonjour, moi c'est Zénon Franck. J'ai 3 petites questions. J'aimerais savoir un peu quelle expérience vous avez déjà dans le domaine de méthanisation. Et également, est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez des difficultés, à vous de le dire. Et également, la troisième, c'est le personnel. À peu près combien de personnes vous embauchez aujourd'hui et si possible, leur qualité? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur responsabilité? Merci. Très bonne question, effectivement, qu'on a de façon assez récurrente sur l'expérience des agriculteurs, la formation et également finalement comment l'unité va être exploitée, quelles seront la présence des agriculteurs, des salariés. Ouais. Alors, en termes d'expérience, à proprement parler sur la méthanisation, on est novice à la fois mon associé et moi-même. Donc sur la partie production de gaz. En revanche, toute la partie, on va dire, en amont agronomique et agricole, on l'a acquise via l'expérience familiale de production végétale. Donc pour ce qui concerne l'exploitation du site, on va faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Donc en termes de temps de travail, on part sur 1,5 à 2 ETP, équivalent temps plein, pour gérer le site, parce qu'en termes d'exploitation de site, il y a effectivement toutes les tâches quotidiennes, donc de remplissage de la trémie, de la maintenance préventive, de la maintenance curative, etc. Mais il y a aussi la face cachée de l'iceberg qui est aussi quand même les astreintes, donc, qui par définition tombent généralement la nuit ou alors le dimanche midi au moment du repas familial. Donc il faut aussi prendre tous ces aspects-là en compte et je pense ne pas sous-estimer le volume de travail que cela peut représenter. Donc on a la chance aussi dans le milieu agricole d'avoir sur nos exploitations des salariés qui sont toujours prêts à travailler et qui sont aussi rompus un petit peu à l'exercice des travaux, des heures de pointe de travail quand il faut aller récolter des pommes de terre, etc. Donc la main-d'œuvre, on va aussi s'appuyer sur la main-d'œuvre de nos exploitations agricoles. Et ensuite, quelles difficultés on a eues? Alors, je vois que le nom de cette table ronde, la réussite au bout du chemin, pour l'instant, on n'est qu'au milieu du chemin et je pense qu'il faut rester assez humble et surtout conscient que les problèmes sont devant nous et pour l'instant, pas derrière. Pour l'instant, on est vraiment en phase construction, donc voilà, je pense que les problèmes sont à venir. Monsieur Van der Donk. Nous, pour ce qui est de la main-d'œuvre, donc on a prévu d'employer, de prendre un nouveau salarié. Donc, pareil pour les astreintes, c'est un sujet un peu compliqué pour l'instant. Donc, on est dans la partie théorique de notre projet, donc tout est beau, tout est rose. Mais c'est clair qu'il faut y réfléchir. Donc, moi, je suis jeune et ambitieux. Je compte bien faire le maximum de ce que je pourrais faire et donc
c'est sur moi que repose l'utilisation de la méta. Et donc après, je serai quand même soutenu par mon père et notre collègue et l'employé qu'on prendra pour faire les tâches à la fois sur la ferme aussi, parce que ça représente un peu plus de travail sur les exploitations. Et sur la méta pour ce qui est de l'entretien et du renouvellement des matériels, etc. Et pour ce qui est des cultures qui seront nouvelles sur l'exploitation, donc ça, je fais confiance à l'expérience de mes collègues qui ont une quarantaine d'années d'expérience. Et en même temps, intégrer mon envie d'innover, du fait que je sois jeune et que je recherche beaucoup de nouveautés, on va dire. Très bien. Alors, juste un petit complément sur la formation. J'ai bien noté la question. J'en profiter pour faire juste mon petit moment de pub pour les chambres d'agriculture. Donc, effectivement, sur la formation, sachez quand même que les chambres d'agriculture assurent différents types de formations pour les porteurs de projets. Donc, vraiment pour les gens qui sont au stade de réflexion initiale. Nous avons notamment des formations de 2 jours qui permettent de bien identifier l'ensemble des sujets qui vont contribuer à la mise en œuvre d'un projet de méthanisation. Et nous avons aussi après des formations plus spécifiques, des formations autour de l'utilisation du digesta, autour de la communication, qui est une nouvelle formation qu'on met en place par contre notamment sur le département de l'Oise. Et puis on a également des formations sur le financement, l'utilisation des cultures intermédiaires. Donc voilà, n'hésitez jamais, j'ai envie de dire, à vous rapprocher de votre chambre d'agriculture concernant les formations. Et après, à un autre stade, il existe d'autres types de formations, notamment des formations tutorées pour des porteurs de projets qui vont pouvoir aller sur des stages, sur des exploitations de méthanisation en fonctionnement, et également des formations, bien sûr, qui vont être faites par le constructeur au moment de la mise en route de l'installation. Voilà, alors j'avais vu, oui, monsieur avait levé son doigt, donc je vais lui passer la parole. Bonjour, Gilbert Métayer. Je voulais savoir ce que vous utilisiez exactement au niveau produit pour faire fonctionner le méthaniseur dans vos exploitations. Vous parliez de colza, de maïs, de betterave. Ça, c'est la première question, savoir quels éléments vous allez utiliser. Et d'autre part, on sait qu'au niveau agronomique, l'emploi de fumier, notamment de fumier composté, apporte d'énormes qualités agronomiques au niveau du sol. Ne pensez-vous pas que plutôt que d'apporter le fumier au digesta, à l'usine de méthanisation, vous emploieriez ce fumier aussi de cheval composté, qui serait d'un apport rapide et non coûteux au niveau de l'apport agronomique directement au niveau du sol? Alors, je vais répondre à ces 2 questions et après je laisserai mon collègue répondre. Donc pour la partie approvisionnement de notre méthaniseur, donc sur un volume annuel de 10 900 tonnes, il y aura des pulpes de betterave pour environ 30 à 40%. Des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Alors c'est des cultures, donc ce qui est important dans CIV, c'est vraiment le I, c'est intermédiaire. C'est-à-dire que contrairement au modèle allemand, on ne sera pas dans l'utilisation de cultures dédiées. C'est-à-dire que ce ne sera pas des cultures qui vont venir en remplacement de cultures alimentaires. Ça, faut être très clair sur le sujet. Donc c'est des cultures, l'hiver, quand nos sols étaient nus avant, on va profiter justement de ces sols nus pour pouvoir produire un seigle, par exemple un triticale, qu'on va venir ensiler au mois de mai, et derrière, on viendra faire une culture alimentaire. Donc ces cultures alimentaires-là, elles seront de 2 ordres, des cives d'hiver, donc du seigle par exemple, et des cives d'été. Après, par exemple, la culture d'un pois alimentaire, venir implanter un sorgho pour éviter une fois de plus que les sols restent nus l'été. Donc ça, ce sont les cives qui vont représenter environ 40 à 50%. Plus après, comme je vous ai dit tout à l'heure, des déchets d'oignons, de pommes de terre et puis des déchets d'industrie agroalimentaire qu'on pourrait trouver de manière opportuniste. Mais clairement, notre plan d'approvisionnement est sécurisé à plus de 90%.
Ça, c'est pour la première question. Et pour la seconde, concernant la paille, je laisserai plutôt répondre mon collègue sur le sujet. Mais il faut savoir que dans la paille, un des composants qui représente 40 à 50% de la paille, c'est de la lignine. Donc la lignine, c'est à la base de ce qui constitue le bois et qui ne produira jamais de gaz. Donc ça va coûter de l'énergie à presser, à transporter, à mettre dans le méthaniseur. Ça va consommer de l'énergie, de la chaleur pour le dégrader, enfin pour essayer de le dégrader, à le brasser, à le sortir, à l'épandre. Et donc ça ne produira que pour 40% pas de gaz. Donc nous, c'est la raison pour laquelle on a préféré ne pas mettre de fumier. Et parce que aussi le pouvoir méthanogène n'est pas forcément le plus performant. Et donc d'un point de vue, si on veut rester à volume équivalent de production de gaz, il faut qu'on en mette bien plus. Et donc on dépasse nos seuils administratifs d'ICPE. Alors pour répondre tout de suite sur la paille, sur le fumier de cheval, oui et non, parce que donc on s'est posé la question effectivement, il nous faut plus de quantité de paille que de cives pour produire un même mètre cube de biogaz. Nous, ce qui nous a fait quand même partir sur l'intégration du fumier de cheval dans la méta, c'est le fait qu'on est en quelque sorte payé pour le récupérer. Donc c'est un produit qui nous coûte rien, qui produit quand même du gaz et qu'on aurait dans tous les cas épandu dans nos champs. Donc le transport, il est nul en quelque sorte. À la fin du système, donc dans le digestat, ça reste quand même un produit qui s'est dégradé. Donc on est sur un système qui a à peu près de 80 jours de dégradation. Donc la paille est complètement dégradée. Notre système a été vu aussi pour pouvoir intégrer la paille parce que au niveau technique, ça peut poser problème. Donc au niveau du brassage dans la méta, il y a des systèmes qui ne peuvent pas intégrer la paille. Et donc on a réfléchi en sorte que tout fonctionne. Et après pour l'épandage du digestat, c'est un produit qui est quand même riche. Je vais dire, on va réimporter dans nos champs tout ce qu'on a exporté de nos cives. Et en plus, on va accumuler les minéraux qu'on a dans nos fumiers de cheval. Même si c'est très peu, ça reste quand même quelque chose en plus. Ça s'intègre très bien aussi à la culture de conservation. Donc le fait de couvrir nos sols toute l'année. Donc moi, j'ai pas des terres à faire des cives d'été. Des cives d'été. Donc des terres qui sont pauvres en réserves utiles. Et par contre, je compte vraiment sur les cultures d'hiver et donc les fertiliser avec justement ce digestat qu'on ressortirait de la méta. José Meunier, élu d'une ville. J'aurais souhaité un éclairage sur le Excusez-moi, recommencer parce que j'ai pas entendu le début. José Meunier, je suis un élu. Donc j'aurais souhaité un éclairage sur le plan de sauvegarde sécuritaire de l'installation, s'il vous plaît. Vous pourriez être un peu plus clair, s'il vous plaît? Un plan de sauvegarde classique dans une installation, comme on peut en avoir une sur ce vaisseau, comme on peut avoir un plan de sauvegarde sur toute installation produisant du gaz. Voilà. Je souhaiterais avoir un éclairage, simplement. Oui, donc le futur de l'installation, enfin la sûreté, on va dire, de l'outil. Donc déjà, c'est des intrants en majorité agricoles, donc c'est nous qui les produisons, donc c'est notre responsabilité. Donc en quelque sorte, c'est comme si demain, sur votre exploitation, vous ne produisez pas votre blé, vous n'aurez pas votre chiffre d'affaires, donc c'est exactement pareil. Après, pour ce qui est du fumier de cheval, je pense que ça restera un produit qui est très compliqué de se débarrasser, surtout dans notre secteur. Et pour la betterave, justement, c'est un gros sujet, donc d'incorporer nos betteraves directement plutôt que de les récupérer après la transformation. Et je pense que c'est plutôt sur cette partie qu'il faudra réfléchir et qui a le plus de risques. Alors, je vais peut-être apporter
quelques éléments de réponse sur la partie réglementaire des choses. Donc effectivement, hein, une unité de méthanisation, c'est une installation classée pour l'environnement. Hein, pour les puristes, la rubrique 2781 hein, des ICPE. Donc en tant que telle, elle est soumise à 3 types de régimes réglementaires différents, qui sont la déclaration, l'enregistrement, l'autorisation. Ce régime réglementaire, je dirais, dépend de 2 clés d'entrée, la nature des déchets traités et la quantité de déchets traités sur le site. Donc voilà, globalement, c'est ça. Sur l'aspect, j'ai entendu le terme Céveso, donc effectivement, une unité de méthanisation, par essence, est une unité qui produit du biogaz, hein, c'est son boulot. Mais alors, en tant que tel, ce ne sont pas des installations qui sont reprises dans la réglementation Céveso. Elles sont reprises dans la réglementation européenne, dans les directives que l'on appelle ATEX, atmosphère explosive. Donc la directive ATEX, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'impact au-delà de 2 ou 3 mètres, hein, puisque quand vous verrez les plans sur les permis, etc., où on est obligé de mentionner en fait les distances ATEX autour des ouvrages, hein, c'est-à-dire globalement les ouvrages où il y a présence de biogaz, effectivement, généralement c'est 2 ou 3 mètres. Donc voilà, sachez aussi quand même que ces installations font l'objet, bien sûr, d'un dépôt du dossier ICPE, des dépôts de permis de construire, donc qui sont instruits par les services de l'État, l'ICPE par la DDPP ou la DREAL, le permis de construire par la DDTM. Donc il y a une autorisation du préfet sur ce type de projet et qu'ensuite ces installations font également l'objet de contrôles récurrents, que ce soit par les services de la DREAL et par les services de la DDPP pour ce qui concerne la partie que l'on appelle agrément sanitaire. Donc j'ai envie de dire, il ne faudrait pas penser qu'une installation de méthanisation, une fois qu'elle est mise en œuvre, elle fait ce qu'elle veut, elle est livrée à elle-même, hein. Ce sont des installations effectivement qui font l'objet de contrôles très réguliers. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Alors moi j'en ai une. J'ai toujours plein de questions pour les porteurs de projets. Aujourd'hui, effectivement, donc vous avancez dans votre projet. Ça se passe globalement bien. À ce stade, s'il fallait changer quelque chose, s'il fallait faire quelque chose de manière différente par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous changeriez quelque chose ou est-ce que vous pensez que pour l'instant votre parcours est parfait? Pour répondre à cette question, je pense que si je revenais en arrière, j'irais voir encore plus tôt les mairies et tous les intervenants, toutes les personnes qui gravitent autour de cette méta, pour avoir leur avis et leurs conseils et aussi ce qu'ils peuvent me proposer. Je pense surtout aux déchets alimentaires des cantines. Beaucoup de mairies que j'ai rencontrées, beaucoup de maires que j'ai rencontrés m'ont demandé si je pouvais intégrer justement ces déchets. Et malheureusement non, donc je n'ai pas fait de la démarche d'hygiénisation. Et je pense que c'est quelque chose que si je revenais en arrière, j'aurais fait. Vous auriez fait d'entrée de jeu? On y aurait réfléchi d'entrée de jeu, peut-être pas. Mais... D'accord. Monsieur Lecomte. Alors, donc non, tout n'est pas parfait, on a encore beaucoup de choses à faire et comme je disais tout à l'heure, on n'est vraiment qu'à la moitié du chemin. Dans la réflexion globale du projet et dans notre calendrier, on a des choix à faire très rapidement parce que les opérateurs de réseau, et ce qui est bien normal, nous imposent un timing pour ne pas prendre la place de quelqu'un, pour ne pas bloquer un éventuel autre projet. Donc il faut qu'on se positionne très rapidement et donc ce qui induit des choix techniques à faire. Donc on a fait énormément de visites de sites de méthanisation en amont pour opter pour le choix, on va dire, technologique qui se rapprochera le plus de ce qu'on souhaite utiliser à terme. Mais je pense que si on avait pu en visiter davantage encore, même aller voir ce qui se passait un petit peu plus à l'étranger, je pense que ça aurait été bien utile. On apprend toujours, chaque site est vraiment différent, chaque façon d'exploiter un site est vraiment différente et on apprend en visitant et là-dessus il n'y a pas de secret. Donc pour s'il y a des porteurs de projets dans la
salle. Surtout, n'hésitez pas à aller visiter les sites et surtout échanger avec les exploitants. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Conseil qui me paraît très sage, effectivement. Alors, j'ai une autre question, je ne l'ai pas posée au début, mais histoire de provoquer un petit peu mes collègues de GRDF et GRT, mais pourquoi vous avez fait le choix de l'injection? Pourquoi vous n'avez pas fait un projet en cogénération? Alors, dans notre tour de table, nous n'avons pas d'élevage, donc on n'est pas éleveur. Donc la cogénération, il faut savoir que la cogénération, elle a un rendement électrique de 46%. Vient se greffer un rendement thermique de 40%, donc au total, on est un petit 90%. Si on ne valorise pas la chaleur, on a un rendement électrique que de 46%. Donc, n'ayant pas de besoin de valoriser de la chaleur, le choix était d'emblée écarté, contre un rendement en biogaz de 96% en injection. Donc voilà. Par contre, la cogénération est extrêmement pertinente si elle est adossée à un élevage, par exemple peu porcin, qui a besoin de beaucoup de chaleur pour les maternités, si elle est associée à des serres ou à une piscine de collectivité locale, ou en tout cas, il faut à un séchoir, il faut absolument valoriser la chaleur si on veut atteindre un rendement économique satisfaisant. Très bien. Je vois que Guillaume a bien travaillé, hein, Monsieur Lecomte est bien au fait. Monsieur Van Dieren, donc, pourquoi ce choix de la... Pas grand-chose à rajouter sur ce que dit Monsieur Lecomte. C'est si on n'a pas moyen de valoriser cette énergie, cette chaleur, il n'y a aucun intérêt de faire de l'électricité plutôt que du gaz, plutôt que de l'injection directe. Et donc notre projet était plus cohérent en injection, tout simplement. Alors, très bien. À ce stade, comment, après j'arrêterai avec mes questions embêtantes, je vous promets, comment vous voyez un peu le financement de votre projet à ce stade? Alors, on espère, je pense que c'est tous les porteurs de projets, on espère avoir des subventions. C'est la diversité de notre projet qui fait qu'on a des subventions plus ou moins importantes. Et sinon, le financement, on attend un engagement des banques et forcément, on a toujours quelques craintes. Économiquement, ça reste assez lourd pour les exploitations qui ont quand même une obligation, je veux dire, d'autofinancement du projet. Et donc, sur le montant total, le moindre 10% d'autofinancement, ça commence à faire des sommes d'argent importantes. Et donc, c'est là où est le danger. Monsieur Lecomte, comment ça se présente pour votre projet? Je vais plutôt parler au passé dans la mesure où, comme nous sommes en construction depuis maintenant 3 mois, les accords de financement ont été validés. Ça a été un travail assez conséquent à mener en amont. Et je dirais qu'il faut être extrêmement vigilant de toute façon. Et ça va être, de par la multitude de projets qui se développent, les financeurs seront intransigeants. Et je pense que c'est bien normal sur la maîtrise de l'approvisionnement. Encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment la base de l'approvisionnement et des surfaces pour répondre le digesta. Parce que si on fait une rapide analyse de risque sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on va dire, l'aspect commercialisation à la fin, il est plutôt faible dans la mesure où on a quand même un contrat sur 15 ans. Donc la partie production, on va dire exploitation de l'unité, à partir du moment où on a quand même un constructeur qui a des références significatives, qui a un nombre d'années important, voilà, il peut y avoir des aléas, mais ce risque est quand même plus ou moins faible. Par contre, le risque en amont est lui majeur, à savoir l'approvisionnement. Avoir une unité qui n'est pas approvisionnée, elle ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, quand vous irez voir les financeurs, mettez vraiment en avant la maîtrise de votre approvisionnement sur le long terme et sur les surfaces pour répondre votre digesta. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Alors, je vais là et je viens là juste après. Bonjour, Anthony Rafano, Vivesia, service méthanisation. Simplement, on parle budget, mais si vous pouviez donner des chiffres, quel est le coût de vos projets respectifs? Alors, on est sur un investissement d'environ 5 millions 8, 5 millions 7. Je dirais, pour moi, mon projet n'est pas en construction pour l'instant. On vient de recevoir l'autorisation du permis de construire. Il nous reste le VRD donc à
à concrétiser. Et pour l'instant, ce qu'on entend dire, c'est que ça reste quelque chose qui va évoluer. Le coût du VRD fait qu'augmenter. Et donc, je peux pas vous certifier, je peux pas être sûr de mon investissement pour l'instant, n'ayant pas contractualisé avec un terrassier. Monsieur Lecomte. Donc, pour un 145 thermomètres cubes, l'enveloppe totale du projet, c'est effectivement assez similaire. On sera aux alentours de 5,2-5,3 millions d'euros d'investissement, dont une grosse partie vient du poste constructeur, donc méthanisation et purification. Et effectivement, comme le disait Cédric juste avant, le lot terrassement ne fait qu'augmenter. On a la pression, en tout cas géographique, du Grand Paris, qui retient énormément de ressources humaines et de ressources matérielles des terrassiers sur place. Donc, et face à la recrudescence de projets, ou en tout cas de projets dans les cartons, n'est pas une tendance baissière sur le coût du terrassement, qui peut aussi varier du simple au double selon la nature de votre sol et éventuellement d'éventuelles roches que vous pourriez trouver au sol. Donc c'est vraiment une variable d'ajustement qui peut être assez conséquente. Oui, alors là aussi, peut-être au risque, je vais peut-être me fâcher avec mes copains constructeurs, mais non, plus sérieusement, dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Monsieur Lecomte, on est dans un contexte effectivement où la demande en projet est très très forte. Sur une région comme la nôtre aujourd'hui, c'est quand même un peu plus de 250 projets qui sont en cours. Donc effectivement, vous voyez la demande en matière d'ingénierie, mais aussi de constructeurs d'équipementiers est très forte. Donc on n'est pas très clairement dans un contexte favorable à la baisse du coût de la filière, comme on dit, qui est attendu par la PPE, notamment au niveau national. On est plutôt dans un contexte haussier. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, ici, on a des exemples de projets en injection, mais sachez quand même que derrière le terme méthanisation agricole, en fait, se cachent des tailles de projets, des natures de projets très différentes, puisqu'aujourd'hui, on a des projets qui vont démarrer en micro-méthanisation à peu près à 300 000 euros et qu'on travaille, je dirais, à l'opposé aujourd'hui des projets collectifs de méthanisation agricole qui vont dépasser les 12-13 millions d'euros. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, quand on dit méthanisation agricole, un projet, alors si je peux appeler ça un projet moyen de méthanisation avec injection de biométhane, il se situe entre 4 et 6 millions d'euros aujourd'hui, mais ça n'est pas, je dirais, représentatif de tout ce qu'il peut y avoir en termes de projets sur la région Hauts-de-France. Il y avait une autre question, ouais, voilà, monsieur, et puis après monsieur. Merci. En fait, moi, lorsqu'on regarde les chiffres, les statistiques, on se rend compte que la bioénergie, dans le secteur de l'énergie, intervient à moins de 2%. Quel serait bien, moi, jeune étudiant en master spécialisé dans le management des gestion des énergies nouvelles à remédier, quels seraient bien les propos ou quels sont les arguments que vous pouvez avancer vers une personne comme moi? Parce que lorsqu'on regarde les statistiques, elles sont vraiment moindres. La participation des énergies, de la bioénergie, moins de 2%. Donc, quels seraient bien ces arguments? Merci. Je dirais le discours qu'il faudrait adopter, c'est de voir justement ces projets se multiplier pour justement faire évoluer cette part d'énergie renouvelable que l'on consomme journellement. Et surtout être dépendant des autres pays, des pays de l'Est, et sur justement la consommation des énergies renouvelables. Et ça va dans le sens de l'écologie, de la mentalité de l'Européen aujourd'hui, qui se rend compte que le climat se dérègle et qu'il est le problème de ces dérèglements. Et donc, je vais vous laisser...
Simplement, peut-être deux axes à travailler. Le premier, si j'ai bien compris la question, le premier, on est vraiment au démarrage. Donc là, on produit du CH4 avec de la dégradation de la matière organique. Il y a peut-être aussi des axes de travail intéressants sur la méthanation, donc produire du CH4 de synthèse, donc avec de l'énergie hydraulique, avec de l'énergie éolienne. Donc on est vraiment sur les prémices de ces technologies-là. Il y a peut-être des choses à faire par la suite. Ça, c'est le premier point, plutôt pour la partie énergétique, mais sur la partie, on va dire, agronomique, c'est pareil. Il y a un vrai travail à faire, à réaliser sur des essais dans les champs pour justement aller tirer la quintessence des productions. On fait des essais sur du blé depuis 200 ans. Il y a justement, on arrive dans une nouvelle ère et la partie agronomique aussi doit elle, avancer sur le sujet. Très bien, merci. Je vais prendre une dernière question. Je suis désolé, le temps passe trop vite. Oui, bonjour messieurs. Je reviens sur les coûts d'exploitation et les ratios éventuellement que vous avez. Une et demie personne avec une astreinte, c'est pas simple. Est-ce que vous comptez dedans? Est-ce que vous, dans votre business plan, vous rémunérez entre guillemets, parce que vous êtes vous-même exploitant et agricole et acteur donc dans le projet de méthanisation, ou est-ce que vous pensez uniquement vous rémunérer sur les dividendes? C'est la première question. Par rapport au business plan, c'est pas pareil. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez un ratio de coût de traitement des digestats à la tonne, pour avoir une petite idée? Alors, pour le salarié, donc il serait rémunéré en tant que salarié sur la méta. Même si je suis, je veux dire, au capital de la société, je serai rémunéré en tant que salarié, parce que ça sera un travail à plein temps. Comme dans toute société d'ailleurs, ça fonctionne à peu près de cette façon-là. Et pour les coûts d'épandage de digestat, donc comme ça reste un déchet, on ne peut pas le vendre. Donc ça serait d'ailleurs un avenir du digestat, c'est de sortir du statut déchet. Mais sinon, pour parler de coûts, on est sur une moyenne de 3,50 €, je dirais, de coût d'épandage, sans compter le produit qui reste un déchet. Monsieur Lecomte, par rapport à votre rémunération. Sur la partie rémunération, en fait, il faut bien dissocier deux choses. Il y a premièrement la rémunération du travail. Donc le tout travail effectué est rémunéré, voilà, que ce soit du salarié ou des associés, c'est rémunéré, on va dire, à l'heure travaillée. Et après, la rémunération du capital, nous, en tant qu'associés actionnaires de l'unité, on rémunère notre capital en fonction des performances de l'entreprise. Donc c'est vraiment deux choses bien différentes. Et sur la partie digesta, effectivement, je pense que le chiffre de 3,50 € du transport est bon. Après, il faut vraiment dissocier selon des projets. Par exemple, nous, notre projet, autour de notre projet, on a la plaine dans laquelle on a un système d'irrigation qui est déjà implanté. Donc dans notre process de méthanisation, on a une séparation de phase du digesta, donc la partie liquide, pour justement diminuer nos coûts de transport, passera dans le réseau d'irrigation pour être directement mis dans les champs. Donc ça c'est aussi de nature à baisser nos coûts de transport. Et le coût d'épandage est également de 3 €. Donc on est sur un coût global, transport plus épandage, aux alentours de 6 €. Voilà, si on a la possibilité d'avoir un réseau d'irrigation, c'est le mieux. Après, voilà, c'est quand même des investissements aussi importants. Donc, Très bien, merci. Alors, je suis désolé, nous allons devoir nous arrêter. Je vois notre animateur là qui nous me fait des signes. Voilà, je voulais très sincèrement remercier Monsieur Lecomte et Monsieur Van Dieren. Donc, ça n'est pas toujours un exercice facile de témoigner et de répondre aux questions directes. Donc, franchement, un très grand merci.